Splatoon 2 Octo Expansion est sorti depuis un moment maintenant, et vous savez sûrement qu'il est bourré de plein de petits détails, certaines petites choses assez marrantes à remarquer, d'autres qui sont plus intéressantes, et certaines même qui nous en disent un peu plus sur l'histoire du jeu. Et dans cette vidéo, on va justement voir ensemble 15 détails que vous n'avez probablement pas remarqué dans l'Octo Expansion. Le premier petit détail, et qui est finalement assez marrant à regarder, c'est lorsqu'on regarde la carte du métro avec l'agent 8, et bien lorsque vous vous déplacez sur les lignes de métro avec votre joystick, et bien vous pouvez remarquer que l'agent 8 bouge le pouce en même temps que vous, et du coup, le mouvement de son pouce sur le joystick de son Curbitron est le même que celui que vous faites chez vous sur votre manette, comme si justement c'était l'agent 8 qui était aux commandes. Numéro 2, vous savez probablement qu'avec l'Octo Expansion, vous pouvez débloquer les Octalings qui sont alors jouables dans Splatoon 2, et peut-être vous êtes-vous demandé ce qu'il se passait si vous essayiez de retourner dans l'Octa Valley avec un skin d'Octaling. Et bien en fait, vous repassez sous forme Inkling si vous y allez. Effectivement, l'agent 4 qui est envoyé par Holly en mission, et bien cet agent est un Inkling, et ça irait à l'encontre de l'histoire que ce personnage se transforme également en Octaling. Et du coup, les développeurs de Nintendo ont implémenté ça. Si vous retournez dans le mode héros, et bien votre personnage sera un Inkling dans ce mode de jeu, et il redeviendra Octaling quand vous retournerez sur la place de Chromapolis. Numéro 3, en parlant de Chromapolis justement, sachez qu'il y a une petite différence si vous êtes en Octaling et que vous allez voir les tentacules à travers votre vitre. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que les tentacules vous font un petit signe si vous les fixez un peu longtemps, et bien le signe qu'elles vous font est justement différent en fonction de si vous êtes un Inkling ou un Octaling. Un petit peu comme si Pearl et Coralie faisaient signe à l'agent 8 à travers la vitre, l'agent 8 qu'elles ont du coup croisé dans l'histoire du DLC. Numéro 4, parlons maintenant des musiques du jeu, et notamment des musiques du DLC. Sachez que si vous avez acheté le DLC Octo Expansion, eh bien vous pouvez justement en débloquer les musiques dans la borne d'arcade, mais pour ça ce n'est pas automatique, il faut d'abord que vous ayez avancé dans ce mode de jeu, et seulement ensuite vous aurez alors accès aux musiques de ce mode de jeu. Et la petite chose à remarquer, c'est que les numéros de ces musiques ne continuent pas la numérotation précédemment initiée avec les autres chansons, mais commencent par le numéro 80, et ce nombre est à nouveau une petite référence au mot octo qui veut dire 8, et qui est à la racine du mot octopus qui veut dire pieuvre, car effectivement les pieuvres ont 8 tentacules. D'ailleurs, en parlant de poulpe, numéro 5, parlons maintenant de DJ Octave. Vous savez peut-être si vous avez vu ma vidéo théorie sur le sujet, il y a une théorie qui dit que DJ Octave est en fait la personne qui contrôle les Tentatitans dans le mode héros. Et bien ici, dans le DLC, on retrouve les boss de fin, et on pourrait aussi se dire que c'est un DJ Octave vert qui contrôlerait ces Tentatitans. Et en fait, pas du tout, si on regarde les tentacules justement de ces boss, et bien sur ces tentacules vertes et bleues, on n'y retrouve pas du tout la cicatrice de DJ Octave. Et ceci tend à prouver que les développeurs ont fait attention à ce petit détail. Ça nous laisse d'abord penser que la théorie était effectivement vraie, mais aussi que justement DJ Octave n'existe pas en version verte et bleue, probablement qu'il n'aura pas été capturé par le téléphone. Numéro 6, parlons des objets flottants que l'on peut voir sur les différentes arènes de ce DLC. Si vous avez fait attention, vous avez pu reconnaître certains de ces objets. On peut y voir notamment des Game Boy, des GameCube, bref énormément d'objets rétro, mais en fait, pour être vraiment plus spécifique, ce ne sont pas uniquement des objets, mais bien des jeux rétro. Et des gens se sont amusés justement à essayer de chercher toutes ces petites références et à les comparer avec des véritables jeux qui ont existé. Et c'est assez marrant de voir justement tous les petits détails qui sont cachés partout sur les maps. Des détails que l'on ne connaît peut-être pas tous si on n'a pas tous grandi dans les années 80-90 environ, mais c'est assez intéressant à remarquer. D'ailleurs, numéro 7, pour les références, on ne s'arrête pas au décor des arènes, mais aussi à leur nom, car effectivement, il semblerait que la grande majorité des noms des arènes en anglais soient des références à des musiques ou bien à des films. Vous vous doutez bien que sur les 80 niveaux, je peux pas vous faire la liste complète ici, mais je vous en mets quelques extraits. Les références sont pas toujours évidentes, il faut parfois très bien connaître la musique ou le film en question, mais en tout cas c'est indéniable, elles sont là. On retrouve pas vraiment ça dans la version française, mais en tout cas les traducteurs de la version anglaise au moins se sont fait vraiment plaisir sur toutes les petites références cachées qu'on peut trouver dans les titres des niveaux. Numéro 8, parlons maintenant du chef Kirby. Vous savez sûrement qu'il est au début de chaque niveau et il vous donne des indications, et parfois il fait des trucs un peu bizarres, et notamment il monte sur les murs. Alors déjà il est intéressant de remarquer qu'on peut voir d'autres concombres de mer dans l'Octo Expansion qui sont pas le chef Kirby, mais aussi on se rend compte d'une autre chose, c'est qu'en fait on peut faire tomber le chef Kirby s'il est sur un mur, tout simplement en lui tirant dessus. Alors évidemment c'est un détail vraiment minime, mais c'est assez marrant de voir que les développeurs de Nintendo sont allés chercher à rendre la chose aussi réaliste, et du coup
coup, on peut jouer un petit peu au fourbe en lui tirant dessus et en le faisant tomber par terre. Personnellement, je me suis senti un petit peu coupable après avoir essayé. Numéro 9, parlons maintenant du compteur de points de l'application Splatnet 2. Effectivement, lorsque vous faites des matchs en ligne, eh bien ça cumule des points sur l'application et ça vous donne un indicateur de combien vous avez ancré jusque-là, avec à certains paliers, eh bien des petites récompenses et notamment des fonds d'écran téléchargeables. Eh bien sachez une chose, c'est que si vous choisissez l'apparence Octaling, eh bien cela vous débloque un nouveau compteur avec de nouveaux paliers et également de nouvelles récompenses. Du coup, pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment faire tout à fond, eh bien sachez qu'une fois que vous aurez fini le compteur Inkling, il vous restera aussi le compteur Octaling à remplir. D'ailleurs, en parlant de fond d'écran, on va passer maintenant au numéro 10 et on va se pencher sur le fond d'écran de Macalamar qu'il a sur son téléphone portable. Vous avez peut-être pas remarqué, mais en fait il est possible de regarder l'écran de son téléphone et de se rendre compte que son fond d'écran est en fait une photo des Kalamazone. Effectivement, on peut voir alors Ayo et Oli sur son téléphone et c'est en fait une image qui est déjà présente sur un des parchemins de Splatoon 1 que l'on retrouve alors ici sur l'écran de téléphone de leur grand-père et ça c'est plutôt sympa. Numéro 11, on reste dans le train, mais d'ailleurs en parlant de train, on peut se rendre compte qu'il n'en existe pas qu'un seul, car effectivement sur certains trajets dans le métro, on peut se rendre compte qu'on croise également d'autres métros sur les rails. Alors est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a plusieurs chefs Kurbit? C'est pas très clair. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas sur le seul train qui est actif, et peut-être qui sait, existe-t-il d'autres Octalings dans d'autres trains qui font le parcours en même temps que nous, mais dans un ordre différent. En tout cas, c'est une petite théorie bien sympa. Numéro 12, c'est probablement pas le détail le plus caché, car je vais ici vous parler de la conversation bonus que l'on débloque lorsqu'on finit l'histoire principale du DLC. Effectivement, dans cette conversation, on peut voir numéro 2 parler à Macalamar. Si vous avez fait le mode héros, vous savez probablement que numéro 2 c'est en fait Oli, et on peut la voir donc parler à son grand-père. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, dans ce dialogue, rien ne nous dit si cette conversation se passe avant ou après qu'on ait fini le mode héros. Tout ce qu'on sait, c'est que cette discussion prend place une fois qu'on a fini le DLC, mais dans ce qui est dit, on n'arrive pas vraiment à savoir si Ayo a déjà été retrouvée ou bien si elle est encore prisonnière de DJ Octave. Et c'est comme si les développeurs de Nintendo avaient placé cette conversation ici pour nous laisser sous-entendre que ça n'avait pas vraiment d'importance et que le DLC et le mode héros pouvaient être joués indépendamment et en parallèle. Probablement que les deux se passent à peu près au même moment et que l'un n'a aucun impact sur l'autre. Et en tout cas, c'est ce que nous laisse penser cette discussion, car numéro 2 dit qu'elle sera à la cabane, mais à aucun moment elle ne parle d'Ayo, et du coup le mystère subsiste. Et finalement, à part le fait que Macalamar adore les goûter, eh bien cette discussion ne nous en apprend pas tellement plus. Numéro 13, on va sortir un petit peu du jeu ici, en parlant de pochettes de jeux vidéo. Effectivement, l'Octo-expansion s'achète uniquement en version numérique, on n'a donc pas de boîte pour le jeu, car c'est quelque chose qui se télécharge en plus du jeu Splatoon 2. Mais il s'avère que Nintendo a quand même créé une jaquette pour ce DLC, une pochette au thème de l'Octo-expansion, qui est en fait disponible pour 30 points platine sur le site mynintendo.com, et que vous pouvez imprimer chez vous pour remplacer la jaquette initiale du jeu et la mettre aux couleurs du DLC. Numéro 14, parlons maintenant de Tartare, le grand méchant de cette histoire. Et ici, on va justement parler de son prénom. Alors Tartare, ça peut faire effectivement référence à un steak haché, et ça nous rappelle un petit peu l'état dans lequel va nous transformer le téléphone grâce à son mixeur. Et c'est en fait et surtout une référence à Tartare de la mythologie grecque, un endroit qui a pour but d'enfermer des âmes en peine, très profondément sous la surface du globe. Et c'est une belle référence quand on regarde justement où se situe ce centre souterrain, qui est en fait sous la mer, caché dans les profondeurs des océans, et qui est un endroit qui nous emprisonne du monde extérieur, et c'est donc une belle référence à la situation qui prend place justement dans le DLC. Numéro 15, et pour finir, on va un petit peu parler de la statue à la fin du jeu, mais aussi et surtout à l'ambiance rétro que l'on retrouve partout sur ce DLC, et en fait tout ceci est une énorme référence à la Vaporwave, qui est un genre musical et artistique qui a émergé sur internet, et c'est un style qui renvoie en fait aux années 80 et à ces références un petit peu old school que l'on retrouve partout dans ce DLC, que ce soit les anciennes consoles, les vieux jeux, les vieux logos en 3D, les effets un petit peu glitch sur les ennemis, les couleurs flashy entre le rose et le vert, et les musiques sur ordinateur un petit peu grésillantes. Tout ça est centré en fait autour de la Vaporwave, et une fois qu'on a compris cela, eh bien le style de ce DLC prend tout son sens, et ce jusqu'à la statue à la fin du niveau, car effectivement il vous suffit de taper Vaporwave sur Google pour en être convaincu. Vous tomberez
tombé très rapidement sur des statues gréco-romaines, et c'est devenu en fait un emblème de la Vaporwave pour une raison qui m'échappe un peu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce colosse patapoulpe à la fin du DLC est une énorme référence qui vient conclure un petit peu toute cette ambiance rétro qui se retrouve partout dans ce DLC. Et une fois que l'on a remarqué ça, on ouvre en fait tout un nouveau pan de l'histoire qui nous était jusqu'alors inconnu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire lesquels de ces détails vous aviez déjà remarqué. Si vous les connaissiez tous, ce qui m'étonnerait, eh bien dites-le également. Si vous en avez d'autres, partagez-les aussi. Peut-être que j'aurai suffisamment de matière pour faire un deuxième épisode sur le sujet. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était Evil Squid. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!